Mais la question du spectre de l'infanticide Ouais. n'est pas simplement une histoire qu'on se raconte. Mhm. Ça, c'est le mythe sur le spectre de l'infanticide. Mhm. C'est que on le ressent comme ça. On le ressent comme un spectre infanticide, c'est ça? Donc, Pas toutes, mais certaines femmes peuvent le ressentir comme ça. et donc en fait, le fait que, dont je vous ai parlé des réminiscences avec les tocs, les angoisses et les manies que je garde après, pour vous, ça se rapproche de cette catégorie de spectre d'infanticide? Le fait d'avoir ces Je ne sais réminiscences. pas. Non, pas forcément, mais pourquoi? Pourquoi selon toi? Parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit que j'étais plus dans la catégorie numéro 2, en fait. Ah non, Donc, les questions que tu as apportées à ces moments-là. ah, d'accord. Mais pas forcément toi personnellement, je ne sais Ok, pas. Mais les d'accord. questions, je me souviens plus de la question, mais que quand tu évoquais tel que j'ai pensé à cette rubrique-là. Ok, d'accord. Je ne savais pas, toi, ton cas personnel, je ne sais pas. Ok. Alors, est-ce que ces attitudes-là, elles me semblent différentes? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas, mais ces attitudes-là me semblent plutôt être des gestes de protection, Ok, me semble-t-il. d'accord. Comme rester avant l'avortement, rester 2 semaines alité, parce que le médecin t'a dit que si éventuellement vous voulez garder l'enfant, il faudrait que vous restiez alité 2 semaines. Je sais pas. Ah oui, donc ça, oui, justement. Ça, c'est une protection. C'est au cas où. Et ben, je me demandais si c'était pas instinctif aussi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est comme s'il y avait une force à l'intérieur de moi qui m'obligeait à être allongée. C'est ça. Parce que j'avais envie de dormir tout le temps. Et je me demandais, est-ce que c'est un instinct, est-ce on peut comparer ça à un instinct de survie de la chose qui exerce ça sur moi, donc à l'instinct animal. Que tu acceptes. Ouais. Ou alors non, c'est dû aux changements hormonaux. Non, moi je pense que c'est quelque chose qui est déjà, tout ça c'est une poussée physiologique évidemment, la gestation et tout ça, on peut pas dire que c'est psychologique, non, c'est physiologique, mais le fait que tu sois resté alité, que tu as décidé de le faire. Ouais, mais j'ai même pas décidé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai, ouais, inconsciemment décidé. Ouais. C'est quelque chose de psychique. Ok. Et que ça, c'est plutôt, c'est des bons augures. Parce que ça dit que même si tu étais décidé à avorter, que malgré ça, que tu gardais ta position de la potentialité de maternité. Et que ça, tu allais le garder. Et que ça veut dire que tu vas devenir maman. Ça, tu ne l'as pas jeté. Ouais. Mais est-ce que c'est quand même lié? Est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même aussi la chose qui est en moi qui me pousse à être alité, qui me pousse à être allongée pour survivre, comme un instinct de survie. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de l'objet du deuil en ce cas-là. Si c'est un fond conceptuel, comme on dit le discours juridique, ou alors si c'est construction anatomique, néoconstruction anatomique à l'intérieur d'une femme, n'existait pas, tu n'aurais pas eu tous ces chamboulements. Ouais. Donc, évidemment, c'est son existence même, le fait qu'elle soit bien située. Hein, que après donc l'ovulation, que l'œuf il est allé se placer là où il faut. Bon. Et qu'à partir de là, il y a tout un tas de choses qui vont avoir comme effet. Oui. Bon, tout ça, ces conséquences-là, viennent de sa présence. Évidemment. Viennent de cette présence-là. Ben oui. Donc pour vous, ouais, il y a un instinct de survie de la chose alors. Ah, bien sûr, j'espère, oui, bien sûr que j'espère qu'il y ait
Alors, c'est nous peut-être que lui donnons ce nom-là, instinct de survie. Mais pour la chose elle-même, c'est pas forcément Un instinct de survie. appelé de cette façon-là. C'est simplement son job. Sauf accident. Sauf accident. D'accord. Accident, c'est-à-dire si la maman, elle va prendre plein d'alcool, toxicomanie, qu'elle va danser, qu'elle va faire du sport, elle s'en fout, ou elle est anorexique, etc. Et donc elle s'en fout de son bébé. À ce moment-là, lui va décoller, il va pas bien se passer, ça risque de pas bien se passer. Mais dans des conditions normales, oui, s'il n'y a pas d'autres... Bah justement, à ce propos, Oui. Je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais vu le radiologue pour l'échographie et qu'il avait dit qu'il y avait un décollement. Et il n'avait pas su me dire vraiment pourquoi. Et en fait, moi, je l'ai interprété comme le refus de la présence de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Et du coup, je voulais votre avis dessus. Est-ce qu'on peut... Est-ce que, par exemple, le côté psychique et psychologique peut contrôler physiquement l'intérieur de soi et refuser une présence? Oui, mais bon, il n'y a pas des garanties, quoi. Il n'y a pas des avortements psychiques garantis, quoi. Oui. Mais comme il y avait un décollement, un peu comme elle n'était pas totalement accrochée, peut-être qu'il y avait... Parce que normalement, c'est pas vraiment habituel. Même tous ces vomissements intempestifs, ils sont pas normaux, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Et moi, je pense que oui, il y a dans un sens comme dans le sens opposé aussi, hein, et ça existe, c'est-à-dire que le psychisme peut avoir une telle monde de puissance que peut aider à ça. Mais on peut pas l'instrumentaliser. On peut pas dire voilà, maintenant je vais mentaliser pour. Donc pour vous, c'est un peu en suspens, c'est-à-dire que c'est incontrôlable. C'est oui et non en fait. Alors, non, je pense que ça existe, cette force-là psychique, mais elle n'est pas instrumentalisable. Elle n'est pas utilisable de façon consciente. Ah, c'est l'inconscient alors. On peut pas dire, ok, maintenant je vais tomber enceinte, psychiquement je vais mentaliser pour tomber enceinte. Non, ça arrive ou ça n'arrive pas. Donc ce refus, enfin, ce décollement, on pourrait l'interpréter comme un refus psychique inconscient. Mais par contre, il y a des blocages parfois, dans l'autre sens. Pour tomber enceinte, il y a parfois des blocages psychiques. Où d'abord on a regardé tous les côtés médicaux, il n'y a rien qui s'y oppose. Tout va bien. Mais il y a un problème. Par exemple, une maman et qui avait la maman de la jeune femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Une maman qui, donc sa mère avait abandonné, ne voulait pas savoir d'elle, ne voulait plus parler avec elle. Donc pour elle, c'était difficile, cette question de la maternité. Psychologiquement parlant, pas physiologiquement. Physiologiquement, elle était parfaite. Ils avaient fait des études, tout allait bien. Le père aussi, son compagnon, pareil. Non, ils n'avaient pas de problèmes médicaux. En revanche, elle avait cet antécédent-là, psychique. Et à un moment donné, et n'arrivait pas, à un moment donné, ça sautait. Et donc Mais on peut pas, vous voyez, instrumentaliser ça, dire voilà, ou utiliser ça, dire voilà, à tel moment ça va arriver, ou non, c'est pas, on ne peut pas. Mais pour en revenir à ça, tout à l'heure je vous avais parlé de Freud, mais vous m'avez pas dit exactement pourquoi il proposait cette théorie où il disait que le fait de vouloir vomir, c'était un besoin de parole en fait, un besoin de révéler un secret qui était enfoui en nous. Pourquoi on aurait envie de vomir si on a envie de dire notre secret en fait? On peut pas. Et du coup vous m'avez pas dit parce que vous aviez l'air d'être d'accord avec Freud, mais je voulais savoir pourquoi en fait il avait fait cette théorie. Il y a beaucoup de rapports entre l'alimentation et les mots. D'accord. Pourquoi? Ça passe par la bouche déjà. Ça remplit la bouche, hein. Les mots et l'alimentation, hein, les deux.
ça remplit dans les deux sens, quoi, les mots qui sortent et l'alimentation qui rentre. Mais parfois, ça peut être l'inverse. Oui. Donc c'est comme si on vomissait des mots qu'on a envie de dire, c'est ça? C'est ça. Comment dire? Quand on avale, par exemple, un secret, on avale un secret, mais on aimerait bien le dire. Oui. Mais on s'empêche de le dire, et du coup, on risque de compenser ça par l'alimentation. Il y a une histoire très jolie pour enfants, peut-être que tu la connais, c'est Lola et les mots doux. Non, ça Lola, c'est une petite marmotte, je crois. Elle se réveille un matin, elle a envie de dire des mots doux à sa maman, à son papa, à son frère. Mais sa maman, elle est occupée parce qu'elle est en train de préparer les petits déjeuners. Il va voir son père, mais son père est très pressé parce qu'il doit aller au travail. Et elle va parler avec son frère, mais son frère, il vient de se réveiller, il la repousse, et ainsi de suite. Et elle n'arrive pas à dire les mots doux qu'elle a dans sa bouche. Là, c'est le côté positif, puisque c'est des mots doux, mais parfois, ça peut être beaucoup plus... Donc, elle passe toute la journée comme ça, jusqu'au moment où, à un moment donné, à la fin de la journée, me semble-t-il, elle réussit dans une explosion impressionnante, à dire ces mots doux, quoi. Et là, elle est heureuse. Mais ça, c'est une histoire pour enfants, mais pour montrer à quel point parfois le fait de ne pas dire certaines choses, ne pas pouvoir sortir certaines choses, peut à un moment donné sortir de façon explosive. Ok, d'accord. Donc le fait de vomir, c'est un peu une sortie explosive de ce qu'on aurait envie de dire en fait. C'est ça.